Merci Basma. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors, comme vous disiez Basma, nous avons le plaisir d'accueillir la directrice générale de l'ONDA. C'est un plaisir parce que vous êtes assez discrète dans les médias. Vos sorties dans les médias sont assez rares. Alors bonjour déjà, bonjour Madame Klalj. Bonjour. Première question d'actualité. Comment se porte le trafic aérien un mois après le séisme? Est-ce que tout est revenu à la normale? On a vu les chiffres du tourisme, très très belle surprise. Comment ça se passe au niveau des aéroports du Maroc? Très bien. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est nous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à cet événement exceptionnel. Et je suis encore ravie de voir comment la ville de Marrakech et le Maroc attirent un peu la clientèle et donc des gens du monde entier. En tout Absolument. cas, ça fait très plaisir. Alhamdoulilah, l'ONDA se porte très bien maintenant avec la reprise du trafic après les 2 années de Covid. Absolument. Cette année, donc déjà à fin septembre, le trafic aérien a dépassé le niveau d'avant Covid. Ouais. Et on s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, on enregistre un véritable record historique. D'accord. La plupart des aéroports ont connu une augmentation de trafic de 2 digits. D'accord. Je vais citer quelques exemples. L'aéroport de Tanger a enregistré un taux de récupération par rapport à l'année de référence qui est l'année 2019. 2019, pré-Covid, donc une année pleine sans aucune perturbation, de 144%. D'accord. L'aéroport d'Agadir de 111%, Fès de 123%, Nador 136%, D'accord. Marrakech 107%, Tétouan 559%. C'est-à-dire, ça va nous faire combien de millions en gros fin C'est-à-dire qu'on décembre? va terminer l'année avec plus de 25 millions de passagers. Contre Donc, combien plus en de 2022? 25, en tout cas, l'augmentation attendue, elle est autour de 3-4%. Mais en D'accord. fait, si on exclut l'aéroport de Casablanca, pour lequel le taux de récupération est encore timide, Oui. en raison principalement de la taille de la flotte de la compagnie nationale Royal Air Maroc, comme vous savez, qui a réduit D'accord. justement sa valeur à cause de la crise Covid-19. D'accord. Donc, ce qui fait que la capacité en nombre de sièges injectés au niveau de l'aéroport de Mohamed V était un peu plus faible que celle qui a été enregistrée en 2019. Et comme l'aéroport de Casablanca représente à peu près 34% donc, du trafic Total. global D'accord. du Maroc, donc si on exclut l'aéroport de Casablanca, la croissance serait de plus 16%. Donc en D'accord. termes de taux de récupération, toujours par rapport à l'année de référence. L'aéroport de Casablanca affiche un taux de récupération de 84%. Donc au total, Mais avec la signature du contrat programme récent entre la compagnie nationale ouais. Royal Air Maroc et l'État, la compagnie ambitionne de quadrupler la taille de sa flotte Absolument, d'ici tout à fait. 2037. Tout à Et fait. dès l'année prochaine, elle connaîtra l'arrivée de nouveaux avions, donc ce qui permettra justement à l'aéroport de Mohamed V de récupérer plus vite, je dirais, que ce D'accord. qu'il a pu récupérer jusque-là. Alors justement, on va y arriver. Vous avez récemment transformé l'ONDA en société anonyme. C'est quoi? C'est un souci de meilleure gestion? Pourquoi? En fait, on n'a pas De encore souplesse? transformé l'ONDA en C'est société anonyme. en cours. C'est en cours. En fait, comme vous savez, la loi cadre relative à la réforme des établissements d'entreprise publique qui est entrée en vigueur en juillet 2021 D'accord. prévoit la transformation des établissements à caractère marchand, dont l'ONDA, donc en société anonyme. Cela, je dirais, a pour principal objectif de diversifier les sources de financement Ah d'accord. et puis d'apporter un peu plus de souplesse en termes de gestion. Donc ce sont les principaux avantages, en tout cas, je dirais, attendus D'accord. de cette transformation. Mais ceci dit, c'est également l'occasion pour mener certains chantiers de réforme. Donc c'est un thème, je dirais, fédérateur pour les collaboratrices et les collaborateurs de l'OEDA. D'accord. Alors justement, vers quel modèle de gestion vous penchez? Je ne sais pas, on a beaucoup le modèle de l'aéroport de Dubaï, de Doha, c'est des vraies villes en soi.
dans l'avenir, Casablanca, est-ce que déjà ça va devenir un vrai hub pour l'arabe? Pour l'instant, vous l'avez dit, c'est un hub, mais il y a encore de la place, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, il y a peut-être un point que j'ai oublié de dire, c'est que cette transformation de l'ONDA, la transformation du modèle institutionnel de l'ONDA, viendra également appuyer l'ambition de l'Office national des aéroports, qui est celle d'être un opérateur global. D'accord. Aujourd'hui, on est un opérateur local qui opère au niveau national. Donc, notre ambition, c'est d'être un opérateur global, centré client, qui délivre les meilleurs standards en termes de services de navigation aérienne, de développement et d'exploitation aéroportuaire, tout en s'adaptant aux enjeux locaux et nationaux dans chacune de nos implantations. Nous avons également l'ambition de rendre nos aéroports de véritables lieux de vie, qui incarnent justement l'identité du territoire où ils se trouvent et qui permettent à leurs opérateurs économiques et touristiques de rayonner au-delà des frontières marocaines. Une petite ville en quelque sorte? C'est comme une petite ville, exactement, c'est comme une petite ville. Aujourd'hui, le statut actuel de l'ONDA ne le permet pas. Ne permet pas à l'ONDA d'exporter et de vendre son savoir-faire au-delà des frontières marocaines. Et de privatiser quelque part les aéroports. Justement. Alors, donc, il y a une réflexion qui est en cours sur le modèle institutionnel cible, sur le business model justement de l'ONDA et des aéroports. D'accord. Donc, ce qui se profile, donc je ne peux pas encore dire que le modèle, il est en cours, donc en cours de réflexion, d'approfondissement. C'est de transformer les grands aéroports, comme Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, etc., en business unit, déjà. D'accord. Avant leur filialisation et l'ouverture de leur capital à des investisseurs privés. D'accord. Nationaux, étrangers? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'accord. Ce n'est pas forcément des investisseurs étrangers, parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes déjà pour des investisseurs nationaux, donc, et pas forcément donc, des partenaires stratégiques, pas forcément des opérateurs aéroportuaires, ça peut être des investisseurs financiers. Et alors on a déjà entamé ce processus avec l'aéroport de Marrakech en transformant l'aéroport en business unit pour la doter de plus d'autonomie de gestion. D'accord ? Donc ce modèle-là implique la séparation organisationnelle des activités de navigation aérienne et de l'exploitation aéroportuaire. Tout à fait. Et puis, je dirais la mise en œuvre de contrats de service entre, d'un côté, les fournisseurs de services de navigation aérienne. Par exemple, pour le cas de l'aéroport de Marrakech, c'est le pôle navigation aérienne de l'ONDA, mais également les forces Royal Air, puisque c'est un aéroport mixte, donc il y a des contrats de service qui vont se mettre en place et qui d'ailleurs vient d'être mis en place. Donc c'est tout récent, et également des contrats de service avec les directions centrales de l'ONDA. Donc c'est pour vraiment permettre à la business unit d'opérer avec plus d'autonomie, tout en maîtrisant les interactions avec les différentes parties prenantes justement dans la chaîne aéroportuaire. Donc ça c'est à quel horizon tout ça? Déjà donc la BU de Marrakech, elle est opérationnelle depuis peu de temps, depuis quelques mois. Donc on est en train de roder un petit peu le dispositif. Donc l'idée c'est de le généraliser en attendant de passer à l'étape suivante qui est celle de filialiser. D'accord. Et puis, donc, ouverture du capital, investisseurs, tout ça avant etc. 2030, j'imagine? C'est le but. Donc, le but, c'est de faire ça bien avant 2030. Alors, il y a également la réflexion pour ce qui est des petits aéroports, mais ça viendra bien plus tard. D'accord. Parce que les petits aéroports aujourd'hui... Les aéroports locaux, vous voulez dire, qui sont locaux, dont le principal rôle est de contribuer au désenclavement régional. D'accord. Ce pas des aéroports qui sont là pour dégager des bénéfices. D'accord. Donc, en soi, ce n'est pas le cas des grands aéroports, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, partout dans le monde, il y a tous les aéroports qui ont plus d'1 million de passagers sont des aéroports qui peuvent être bénéficiaires. Les aéroports qui ont moins d'1 million de passagers sont structurellement déficitaires. Et là, donc, on est en train de réfléchir au meilleur modèle
pour pouvoir également assurer leur développement, pour qu'ils répondent encore mieux à leur vocation principale qui est justement tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, de point de vue financier, l'équilibre financier global est assuré grâce à la péréquation entre d'un côté les grands aéroports et les petits aéroports, mais également grâce à la péréquation entre l'activité de navigation aérienne et d'exploitation aéroportuaire. Donc peut-être demain, c'est-à-dire après justement la première phase de la transformation des grands aéroports, peut-être on considérera peut-être des partenariats avec les régions, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays. Et à ce moment-là, on réfléchira à un mécanisme de financement un peu plus adapté. Et on séparera à ce moment-là donc l'activité de navigation aérienne dans les petits aéroports de l'activité d'exploitation aéroportuaire, et l'activité de navigation aérienne elle-même pourra se transformer en business unit, en société anonyme, à l'instar des grands fournisseurs de services de navigation aérienne dans le monde, comme DFS en Allemagne, comme UK, enfin, ce qu'il y a en Angleterre, en Italie, etc. Donc voilà un petit peu le schéma tel qu'il se dessine aujourd'hui. Bien entendu, il y a beaucoup de travail côté juridique qui doit être fait, les textes qui sont rédigés, projets de loi, etc. D'accord. Alors justement, on va passer à vos projets déjà de rénovation et d'extension. Qu'est-ce qui est dans le pipe? Qu'est-ce qui est prévu au niveau des grands aéroports du Maroc? Est-ce qu'il y a des projets de nouveaux terminals? Je ne sais pas. Alors, j'ai le plaisir déjà d'annoncer ce que nous venons de mettre en service récemment. Il y a la zone arrivée au niveau de l'aéroport de Casablanca qui a été complètement, je dirais, on a une nouvelle zone arrivée qui offre beaucoup plus de capacité, beaucoup plus conviviale pour les passagers. D'accord. Elle a été inaugurée tout récemment, c'est en juin ou juillet, je pense, en juin 2023. C'est quoi? Ça fluidifie le trafic? Ça fluidifie le trafic. On a beaucoup plus de postes de contrôle des passeports. On a des blocs sanitaires qui sont complètement rénovés. En tout cas, l'expérience client est nettement améliorée. Les retours sont bons. Et nous avons des chiffres qui démontre clairement que, en tout cas, le délai de traitement du passager international, donc à l'arrivée, a été réduit d'une façon significative, à peu près 30%. Donc la prochaine étape, bien entendu, c'est qu'on va rénover davantage le circuit et l'espace de livraison des bagages, sachant qu'on a d'ores et déjà remplacer les anciens tapis bagages avec des tapis de dernière génération, de plus grande capacité, pour que les passagers n'attendent pas longtemps. Je vois. Justement leur ça, c'est pour Casablanca. Donc ça, c'est à Casablanca. Bientôt, donc, on terminera les travaux de la zone de transit. C'est l'étage supérieur à l'étage de la zone arrivée qui vient d'être mis en service. C'est-à-dire pour ceux qui partent en Afrique? Pour ceux qui partent en Afrique, pour la continuation donc entre l'Europe et l'Afrique. Voilà, c'est un espace de transit. De la même manière, qui va offrir beaucoup plus de fluidité et une expérience client beaucoup plus agréable. Et donc il sera mis en service bientôt, donc fin 2023, donc en décembre. Toujours à l'aéroport Mohamed V? Toujours à l'aéroport Mohamed V. Alors ce qu'on a fait également, donc, c'est qu'on vient de mettre en service la nouvelle piste d'envol de l'aéroport de Tétouan. L'aéroport, pardon? De Tétouan. D'accord. En juin 2023. Donc, pour pouvoir accueillir des avions gros porteurs. Ah, les gros porteurs. Voilà. A380. Tout à fait. Enfin, des avions de type Boeing 747, 300-400 etc. passagers. Les grands aéroports. Sachant que l'aéroport de Tétouan, comme j'ai cité tout à l'heure, connaît une croissance de trafic extraordinaire. Pourtant, c'est un tout petit aéroport et justement, on a un projet donc, de construction d'un nouveau terminal. D'une capacité 5 fois supérieure. Ah oui. Et qui sera probablement mis en service en 2026. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? À Rabat, je crois qu'il y a un nouveau terminal qui est à l'étude, non? À Rabat, l'aéroport de Rabat. Oui, bien sûr. On a un projet de construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat-Salé, d'une capacité de 4 millions de passagers. Supplémentaires? De 4 millions de passagers supplémentaires. D'accord. Et donc, il va être mis en service fin 2020, la fin de l'année prochaine, donc fin 2024, début 2025.
Alors, l'aéroport de Tanger a également connu quelques réaménagements, parce qu'on a le terminal 1 qui a été complètement rénové pour devenir un terminal dédié aux arrivées, pour que l'autre terminal soit dédié au départ. Et ça permet en fait, il y a beaucoup plus de postes de contrôle de police, on a une zone arrivée beaucoup plus agréable, etc., qui sera très bientôt mis en service aussi. Donc ça, c'est les quelques, je dirais, réaménagements, donc ce qu'on appelle des quick wins. En attendant, des aménagements pour augmenter un petit peu la capacité. La même chose, donc l'aéroport de Marrakech, on a aménagé un petit peu la zone départ, les PIF, pour pouvoir augmenter la capacité. Aujourd'hui, l'aéroport de Marrakech a une capacité à peu près de 6,5 millions de passagers. Avec ce qu'on appelle ces quick wins, on va passer à 8 millions de passagers. À quel horizon à l'horizon dès l'année prochaine, donc en termes de capacité. En attendant justement la construction d'un nouveau terminal, justement, à Marrakech. À la fois à Marrakech, à Tanger, à Gadir. Donc ça, on a déjà lancé les concours architecturaux. On est dans la phase de choix justement de l'architecte des architectes en fait, 2 ou 2 architectes, on ne sait pas encore. Donc ils vont mener... oui, tout à fait. L'objectif, c'est de les mettre en service d'ici en 2027-2028. Donc on sera prêt, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde. On aura de très beaux terminaux, surtout de point de vue fonctionnel, parce que le plus important, c'est d'assurer une qualité de traitement des passagers, que ce soit au départ ou à l'arrivée, des contrôles automatisés, dernière génération, beaucoup de digitalisation. Donc c'est une logique moderne, en tout cas qu'on voudrait aborder. Et surtout profiter justement de toutes les innovations technologiques. Vous avez multiplié les chantiers depuis votre arrivée en fait. Il y a beaucoup de chantiers, la vérité, il y a beaucoup de chantiers qui sont... Est-ce qu'on parle de construction de nouveaux aéroports? Est-ce que c'est une information, c'est une rumeur, un deuxième aéroport à Casa peut-être ou à Marrakech? Est-ce que c'est dans le pipe ou pas du tout? En fait, pour le moment, les projets prioritaires que nous avons identifiés sont des projets in-site. C'est-à-dire, c'est des projets de construction de nouveaux terminaux, mais dans les sites actuels. Maintenant, il y a un schéma directeur aéroportuaire qui est en train d'être mené par les directions générales de l'aviation civile, qui relève du ministère du Transport et de la Logistique, et qui permettra de tracer une sorte de feuille de route pour les 15 années à venir. Et peut-être à l'issue de ce schéma directeur aéroportuaire, il se pourrait qu'il y ait de nouveaux aéroports qu'on va devoir construire. Mais vraiment, aujourd'hui, ce qui est prioritaire, ce sont donc Tanger, Marrakech, Agadir, qui ont déjà présenté quelques signes de saturation avant même la phase de Covid. On a ralenti un peu la cadence pendant le Covid vu le manque de visibilité, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, vu la reprise de trafic, donc on a mis le paquet pour pouvoir aller très vite sur ces chantiers. Et nous avons également lancé une étude de programmation pour l'extension de l'aéroport de Casablanca, pour accompagner justement le programme de développement ambitieux de la compagnie nationale Royal Air Maroc, qui est la compagnie principale justement de l'aéroport Mohamed V, sachant qu'aujourd'hui il a déjà une capacité de 17 millions de passagers et le nombre de passagers il est de 7 millions. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Mais dès qu'on termine l'étude de programmation, les études techniques, en 2024, donc on démarrera justement les travaux de construction d'un nouveau terminal à l'aéroport justement de Mohamed V pour atteindre quelle capacité? On parle plutôt de 30 millions, voire plus, mais il va falloir franchement... Aujourd'hui, vous avez dit 17 millions? Aujourd'hui, la capacité elle est de 17 millions. Donc pratiquement doublé, 17 à 30. C'est à peu près... on va fixer les chiffres davantage à l'issue de l'étude de programmation. Donc, qui démarre bientôt. D'accord. Et aujourd'hui, la capacité totale du Maroc d'accueil aéroportuaire est de combien? On est à 40, peut-être plutôt 40 millions. 40 millions. Alors justement, l'excellente nouvelle du mondial, de l'organisation par le Maroc du mondial, j'imagine, est-ce que ça n'a pas
pas rebattu les cartes, mais ça n'a pas changé vos plans. C'est une excellente nouvelle, mais en même temps, vous allez être confronté à un afflux de supporters du monde entier. Est-ce que la capacité actuelle sera suffisante pour accueillir tous ces gens-là? Ou alors, vous vous dites, il faut qu'on mette le turbo et doubler, je ne sais pas, la capacité actuelle? Passer à 50 millions, 60 millions à l'horizon 2030, bien évidemment. De toute façon, les programmes de développement des aéroports de Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, en tout cas des grands aéroports, ils visent à doubler cette capacité. D'accord. Donc, Mondial ou pas mondial? indépendamment, donc Indépendamment, selon d'accord. déjà les prévisions, donc l'objectif c'est de doubler la capacité pour répondre aux projections de trafic à l'horizon donc À la croissance naturelle, 2040, vous voulez à dire. une croissance naturelle. Alors, comme vous savez, il y a toujours, je veux dire, dans la conception architecturale, il y a toujours un peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que dans le design, on anticipe Oui, des variations de trafic. Et cette flexibilité peut être apportée soit par des aménagements, je dirais, à l'intérieur d'accord. de l'aéroport, soit par le biais technologique. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons constaté que par exemple avoir des bornes libre-service pour l'enregistrement des passagers, avoir des dépose-bagages automatiques, D'accord, avoir ça des permet de gagner contrôles. du temps, fluidifier. Tout à fait, tout D'accord, à fait. d'accord. Donc ça veut dire que la qualité de service ne vient pas nécessairement que par la construction, que par Ouais. le bâtiment, mais également par la technologie Oui, et par l'amélioration des processus. d'accord. L'amélioration des processus est primordiale, elle est extrêmement importante et nous l'avons également testée Mhm. grâce à l'introduction de la démarche Lean Six Sigma de réingénierie des processus. D'accord. C'est une démarche qui est connue mondialement. C'est quoi exactement? Eh bien, ça permet, en fait, ça consiste à cartographier le processus dans le détail. D'accord. Par exemple, on l'a lancé à l'aéroport de Casablanca pour améliorer le délai, parcours? maîtriser Ah, le d'accord. délai de traitement du passager depuis son arrivée au terminal jusqu'à la sortie du terminal. Donc il y a un certain nombre de mesures, donc on cartographie le processus, on voit les temps, les gaspillages, Ah, sans d'accord. qu'on Pour s'en raccourcir au rende compte. maximum Pour le raccourcir temps de... tout ce qui est tâches sans valeur ajoutée, on la supprime. Donc il y a beaucoup d'améliorations. Et le plus important dans ces démarches, c'est le fait que ce soit des démarches, je dirais, inclusives. C'est-à-dire que qui mettent à profit l'intelligence collective, pas D'accord. seulement du personnel de l'ONDA, mais également des partenaires publics, parce qu'on n'est D'accord. pas seul au niveau des aéroports, donc il y a les services de la douane, de police, de la D'accord. gendarmerie, etc. Donc tout le monde travaille pour pouvoir comprendre justement les contraintes des uns et des autres et essayer d'y répondre de la meilleure façon possible, qui répond à la fois aux objectifs de sûreté, de D'accord. sécurité, de qualité de service. Donc il faut trouver le bon équilibre D'accord. entre toutes ces dimensions, et le fait de réunir toutes les parties prenantes dans des ateliers, je dirais, de travail pour pouvoir améliorer justement ce processus dans des résultats extraordinaires. Et donc je peux vous dire qu'à l'aéroport de Casablanca, on a réduit vraiment le délai moyen de traitement des passagers à l'arrivée de plus de 30%. D'accord. Et pareil pour le délai de traitement des bagages à l'arrivée. Donc il y a un travail à faire au niveau, comme j'ai dit, des process, il faut les optimiser, un travail à faire au niveau de la technologie, des systèmes d'information. Donc on a mis en place justement un système, ce qu'on appelle le SWAM, le système des opérations aéroportuaires multiplateformes, qui permet d'avoir accès aux données en D'accord. temps réel par les différentes parties prenantes, ce qui facilite justement la planification des ressources. Donc je vais affecter tel poste de stationnement à tel avion et je vais choisir tel poste parce que ça va optimiser le trajet du D'accord. passager entre l'endroit où il atterrit jusqu'au moment où il tamponne son passeport. Donc il y a beaucoup de travail, je dirais. La big data est extrêmement importante.
Alors que, franchement, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils pour pouvoir marquer une véritable rupture, une véritable avancée en termes de qualité de service. Alors, dernière question, 2030, qu'est-ce que vous voyez en 2030 ? Il y a le mondial, il y a beaucoup de chantiers en cours. On va arriver, on est à 40 millions, on m'a dit, la capacité actuelle, on sera à combien ? 60, 80 millions de capacité d'accueil ou moins que ça, normalement ? Une fourchette, même si vous ne me donnez pas un chiffre précis. Je dirais, peut-être, si on doit ajouter, oui, 50% peut-être de capacité additionnelle. En tout cas, c'est l'objectif. Et on sera en mesure d'accueillir tous ces gens, tous ces supporters. En tout cas, on est confiant. On est confiant, et pas seulement pour la Coupe du Monde, mais pour la CAN 2025 Absolument. déjà. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il y a des quick wins qu'on doit mener tout de suite. D'accord. Et des chantiers un peu plus lourds pour la Coupe du Monde 2030. Maintenant, le véritable défi, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas de dire assez facile, tout va être parfait d'ici 2030. Le véritable défi, à mon sens, c'est de repenser un petit peu la gouvernance de ces grands chantiers. Dans une approche un peu plus holistique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'étendre la capacité ou d'augmenter la capacité d'un aéroport ou de mettre des fast-track. Si à la sortie de l'aéroport, il y a des bouchons ou la connectivité aéroport-ville n'est pas optimisée, c'est-à-dire qu'il faut une réflexion bien globale pour que les calendriers des uns et des autres soient synchronisés. Donc il faut qu'on travaille en parfaite harmonie avec exactement. On a l'exemple justement de la construction de la nouvelle piste d'envoi de l'aéroport de Tétouan qui n'est pas du tout facile et qui a impliqué beaucoup de parties prenantes. Amundi, Maroc Télécom, la Wilaya, etc. Il y a beaucoup de parties prenantes et qu'on a mené parfaitement. Franchement, c'était une gouvernance excellente. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier tous les partenaires et particulièrement donc, le wali de la région de Tétouan, Tanger, le Hossima, et également le gouverneur le wali a présidé le comité de pilotage, le gouverneur a présidé le comité technique et toutes les parties prenantes étaient autour de la table pour pouvoir synchroniser les différentes actions. Donc, ça peut être un modèle à répliquer sur l'ensemble des grands chantiers où je dirais la connectivité est quand même très, très importante, les flux de trafic, etc. En plus de l'aéroport lui-même qui est la principale vitrine, enfin la première vitrine des visiteurs du Maroc. Voilà. D'accord. Alors, juste pour conclure, en fait, la pression engendrée par la CAN 2025, le Mondial 2030, finalement, c'est une bonne chose. Je veux dire, ça, c'est une pression qui va permettre d'accélérer le développement de l'écosystème aéroportuaire. Parfaitement. D'accord. Parfaitement. On est très, très content d'accueillir ce genre d'événement. J'imagine. Comme d'ailleurs, on vient d'accueillir l'événement de la FMI Banque mondiale où l'ONDA et ses partenaires se sont vraiment, vraiment mobilisés pour que ce soit un véritable succès. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 soient à la hauteur des attentes. Très bien. Bah, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec nous, Mme Flech. Et à bientôt avec nous sur Média 24. Merci beaucoup.